La crise sanitaire ne saurait être réglée par la seule réponse militaire. Ma conviction profonde est qu'au-delà du militaire, il faut le développement économique. Fin de citation. C'est le déclic du président de la République qui a poussé au lancement du programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, en juin 2022. Plus de 2 ans et demi après sa mise en place, le programme peine à changer le quotidien des habitants de cette région. Avec un budget initial de 326 milliards de francs CFA, le programme a vu son enveloppe passer de 361 milliards de francs CFA en 2023 après des sollicitations de financement additionnels. Présenté comme une initiative ambitieuse pour améliorer les conditions de vie des populations, le programme PURS s'apparente aujourd'hui à un programme parmi tant d'autres au Togo avec des résultats mitigés. Sur le plan d'accès à l'eau potable, si certaines infrastructures sont bien visibles dans certaines préfectures, d'autres localités par contre continuent de considérer l'eau potable comme un luxe. Concernant l'électricité, le réseau a été étendu à plusieurs villages. Cependant, les habitants capables de se connecter au réseau se font rares. Ce qui suscite de l'indignation dans la région aujourd'hui, c'est l'abandon du bitumage de la pénétrante de la nationale numéro 24, lancée en décembre 2023. Selon le site d'information labali.com, plusieurs ouvrages dans la région, lancés en grande pompe avec des délais annoncés avec assurance, sont aujourd'hui au mieux au ralenti, dépassant de plusieurs mois les échéances et au pire, simplement abandonnés. La pénétrante de la nationale numéro 24 et la rue des femmes prouvent à suffisance que le programme n'échappe pas à la coutume d'abandon de chantier. Prévu pour durer 8 mois, 1 an après, les routes sont toujours sous terre, plongeant la population dans le désarroi et l'inquiétude en attendant la prochaine saison pluvieuse. La gestion des ordures ménagères a été aux premières heures des conseils municipaux la pomme de discorde entre l'État à travers son Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP et les communes, principalement celles du Grand Lomé. En matière d'eau et d'assainissement, les mairies et l'ANASAP ont de la peine à s'accorder sur la responsabilité de l'un et de l'autre. Parfois, les deux entités se revendiquent des responsabilités et d'autres fois, les deux se rejettent mutuellement les responsabilités. Pourtant, le décret sur les responsabilités des deux entités est clair. C'est l'État qui définit la politique nationale d'assainissement. C'est lui qui planifie et programme les investissements, contrôle la qualité des eaux usées et des boues de vidange, et c'est encore lui qui approuve les plans communaux d'investissement dans le sous-secteur de l'assainissement. Quant aux communes, elles assurent la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange. Elles s'occupent aussi de l'entretien des installations. Mais depuis que la gestion des déchets ménagers est devenue un véritable commerce, toutes les lignes de démarcation sont effacées. Tout a commencé avec la volonté des mairies de contrôler les micro-entreprises qui s'occupent de la collecte des ordures des ménages vers les dépotoirs intermédiaires. Les contrats furent alors mis à plat et le marché de la collecte des ordures redistribué entre des sociétés écrans appartenant souvent aux premiers responsables municipaux. Et dans cette gestion de copinage, c'est les ménages qui en payent le lourd tribut. Les ordures ménagères ne sont plus collectées en temps et en heure. Ainsi sont nés les nouveaux dépotoirs sauvages dans les communes. À défaut de constituer des dépotoirs sauvages, c'est les caniveaux qui sont devenus des lieux de dépôt d'ordures ménagères et d'eau usée. Parfois, c'est les rues qui tiennent lieu de dépotoir des ordures et des eaux usées. Dans le but d'accélérer le déploiement du haut débit fixe et mobile dans les localités de l'intérieur du pays et d'assurer une meilleure disponibilité des services fixes et mobiles, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a fixé de nouveaux prix minimums pour les prestations de gros sur le marché togolais. Cette réduction touche particulièrement les réseaux de communication électronique, les exploitants des réseaux ou les fournisseurs comme Togocom et Move Africa Togo. L'encadrement opéré par l'autorité de régulation se traduit ainsi par une baisse significative des tarifs de gros, notamment sur le prix plafond de location mensuelle de la fibre optique brute qui passe de 75 francs CFA à 30 francs CFA le mètre linéaire, soit une baisse de 60%.
Cette décision de l'autorité de régulation conjuguée à l'arrêté numéro 007-MENTD-CAB du 12 août 2022 portant sur le partage d'infrastructures passives des exploitants de réseaux de communication électronique et des exploitants d'infrastructures alternatives vient donc renforcer les conditions pour réaliser l'objectif de marché ouvert et concurrentiel et garantir la transparence sur le marché de gros dans le cadre des projets réformes du gouvernement, notamment le projet de la connectivité au débit. En outre, ceci va favoriser l'effectivité de la concurrence et par conséquent entraîner la baisse des prix sur le marché de détail. L'autorité de régulation invite à cet effet les opérateurs concernés à un respect immédiat et scrupuleux de cette décision, tout en exhortant tous les opérateurs fixes et mobiles présents sur le marché à œuvrer pour accélérer la couverture des services au débit. Le Togo fait face depuis quelques semaines à une flambée de méningite. De nouveaux cas de la maladie ont été confirmés principalement dans la région de la Kara et plus précisément dans la préfecture de Dankwen. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à la date du 17 janvier, l'on dénombre 26 cas positifs sur plus de 200 personnes consultées. Malheureusement, 6 décès sont enregistrés. Cette situation suscitant des inquiétudes oblige les autorités à prendre davantage des mesures pour contenir la propagation de la maladie. Le ministre de la Santé en personne en déplacement dans la région exhorte les personnes impliquées dans la lutte contre l'épidémie à mettre en place des dispositifs pour un meilleur suivi d'éventuels cas qui pourraient subvenir. D'origine bactérienne, la méningite est une pathologie qui se transmet par le biais des sécrétions respiratoires ou salivaires uniquement de personne à personne. Elle associe une fièvre avec maux de tête, douleur de la nuque et vomissements en jet. Rappelons qu'en août 2024, l'épidémie avait fait également 8 morts, toujours dans le nord du pays. Une carcasse de véhicule, des impacts de balles sur les murs, des bâtiments brûlés. Au milieu des traces des affrontements encore bien visibles, la ville de Goma reprend doucement vie. La sidération, provoquée par l'offensive éclair du M23, laisse peu à peu place au désarroi. Les habitants manquent de tout. Nous avons fui, nous avons tout abandonné, je n'ai même pas pris d'habits. Nous n'avons pas de nourriture, on est sur le point de mourir de faim. Les enfants ont faim et nous n'avons pas d'eau ni d'électricité. L'électricité, justement, commence à revenir dans certains quartiers du centre de Goma. Mais ce qui inquiète avant tout l'ONU, c'est la situation pour les centaines de milliers de déplacés. L'approvisionnement n'est quasiment plus assuré par les ONG humanitaires et les réserves de nourriture et d'eau potable diminuent dangereusement. La chaîne d'approvisionnement a vraiment été étranglée si l'on pense à l'accès terrestre. Quant à l'accès aérien, tout est fermé. Notre première priorité est évidemment la sécurité du personnel et nous voulons reprendre nos activités dès que la sécurité nous le permettra. Les habitants de Goma doivent trouver de quoi survivre, mais pour certains, c'est déjà trop tard. Louis Chalukoma est toujours en état de choc. Il y a quelques jours, des obus sont tombés sur sa maison. Son fils de 12 ans a été touché. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, les médecins débordés n'ont rien pu faire. Elle y raconte une scène d'horreur. J'ai vu des corps empilés, comme des sacs de riz. À l'hôpital, ils étaient disposés comme des escaliers. Ils les enlevaient, corps par corps, et ensuite on pouvait venir voir. Nous avions du mal à regarder. La cour de l'hôpital était pleine. Selon les derniers chiffres de l'OMS, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées depuis le 26 janvier dernier. Un chiffre qui pourrait encore augmenter selon l'organisation. Des combats sporadiques sont toujours signalés dans la périphérie nord de la ville et la situation demeure très instable. Quelques jours d'entraînement avant de prendre les armes. Face à la progression du M23, le stade de Bukavu dans le sud Kivu s'est transformé en vaste centre de recrutement et accueille chaque jour des dizaines de volontaires prêts à s'engager aux côtés de l'armée régulière congolaise. Objectif, élaborer rapidement des nouvelles stratégies pour partir combattre à Minova où les rebelles ont fait une percée importante. Je suis venu faire le travail de l'État car mon pays est en insécurité. Nous avons besoin de vivre en paix.
Depuis la semaine dernière, les affrontements se sont intensifiés sur la route nationale entre Bukavu et Goma, désormais contrôlée en grande partie par le M23. Ces combats ont provoqué les déplacements de milliers de personnes vers les villages qui ne sont pas encore occupés. Il faut donc intervenir au plus vite pour reconquérir les territoires occupés, soutenus par plusieurs pays voisins dont le Rwanda, selon Kinshasa. Je sais déjà que nous allons nous battre jusqu'au sacrifice, jusqu'à ce que les Rwandais rentrent chez eux. S'il faut la force d'arriver jusqu'au Rwanda, nous allons y arriver. S'il faut aller jusqu'à Kigali, nous irons jusque là-bas. Et je suis sûr que nous vaincrons. Dans le Nord Kivu, 5 territoires sur 6 sont en proie de violents affrontements. Seules les villes de Beni et Butembo sont encore épargnées. Dans cette province, Kinshasa compte sur son nouveau gouverneur militaire pour mener la riposte, même si celui-ci a dû provisoirement s'installer à Beni après l'entrée des rebelles dans Goma. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare. La nomination d'Évariste Kakule Somo survient à un moment critique dans les combats dans la région. Son successeur, le général Peter Sirimwami, a été tué au combat par le M23 il y a une semaine près de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Depuis l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, la situation dans l'est de la RDC reste tendue. Goma, une ville stratégique, a été prise d'assaut et les troupes de la SADC déployées sur place ont payé un lourd tribut. Malgré les pertes de soldats sud-africains, malawites et tanzaniens, la SADC a annoncé vendredi maintenir ses forces pour sécuriser la région. Des mesures audacieuses et décisives doivent être prises pour fournir à notre mission en RDC les ressources et équipements nécessaires. Cela permettra à la mission de continuer à accomplir son mandat. Dans son discours, le président du Zimbabwe et président de la SADC a salué la solidarité affichée des membres dans la réponse à la crise. Je tiens à saluer les contributions des autres États membres et du secrétariat de la SADC qui garantissent notre unité collective. Puissions-nous, en tant qu'États membres, continuer à faire tout notre possible pour soutenir nos courageux hommes et femmes sur le terrain. Assurons-nous que la Samir DRC atteigne ses objectifs cruciaux. Cette décision survient alors que la situation reste instable et que les rebelles du M23 avancent vers le sud. Les enjeux sont clairs, stabiliser la région et protéger les civils. Arrivé en fanfare pour le président tchadien devant un parterre d'invités triés sur le volet. L'ensemble des figures emblématiques de l'État et des institutions régaliennes, mais aussi une cinquantaine de hauts gradés des armées tchadiennes. Dans son discours, Mahamat Idriss Déby a mis l'accent sur la souveraineté tchadienne et la fin d'une présence française depuis 125 ans, tout en précisant que le dialogue n'est pas rompu avec la France. En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, nous ne rompons pas nos relations avec la France. Mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. Aziz Mahamat Saleh, le tout nouveau secrétaire général du parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, témoigne sa fierté d'assister à cet événement historique. Pour qu'il y ait une souveraineté pleine et entière, bien évidemment, il fallait que cette action puisse également être réalisée. C'est une volonté d'abord populaire. Je pense que vous l'avez vu à travers la présence de tous les Tchadiens comme un seul homme, de tous les anciens premiers ministres, de tous les partis politiques, pour dire oui, c'est cette voie qu'il faut absolument prendre. Une vision d'unité donc, avec la présence notamment des anciens premiers ministres du pays. Parmi eux, et à la surprise générale, Succès Masra, le président du parti d'opposition Les Transformateurs.
Applaudi à son arrivée par une partie des militaires, c'est la première fois que l'opposant participe à une telle cérémonie. Doit-on être intelligent et mettre nos énergies et nos différences ensemble pour bâtir un Tchad meilleur, uni dans la justice et l'égalité pour tout le monde, ou doit-on se combattre? Mon intime conviction, c'est que le Tchad a besoin de tous ses enfants. Là, il s'agissait du Tchad, et en tant que petit-fils des tirailleurs tchadiens qui sont venus à la rescousse de la France, quand la France en avait besoin pour sa liberté, je me faisais un devoir en tant que ce petit-fils-là, mais aussi en tant que serviteur de ce pays, de venir prendre le rendez-vous avec l'avenir pour dire qu'il y a une page de l'histoire sans doute qui se tourne, mais à l'avenir que nous devons co-construire. Côté français, seul l'ambassadeur Éric Gérard était présent. Le général Pascal Yanni, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, et les quelques militaires français restés à N'Djamena après la cérémonie de rétrocession organisée hier en petit comité, n'étaient pas conviés aujourd'hui. Godfrey Mukiza a réussi à diminuer sa consommation de substances addictives après avoir pris conscience des conséquences négatives. Cela fait maintenant près d'un an et demi que cet Ougandais a complètement arrêté la drogue. Aujourd'hui, il évoque avec amertume les 20 années passées à consommer de l'héroïne. Un ami m'a expliqué qu'il avait d'abord été influencé. Ensuite, il m'a dit « Utilise ça ». C'est ainsi que j'ai été influencé. Mukiza a quitté l'école en classe de 6e. À l'âge de 17 ans, il a pris une décision qui a bouleversé son existence. Il s'est enfui de chez lui pour rejoindre d'autres toxicomanes dans un ghetto de Kampala. J'avais ma propre voiture, je n'étais même pas encore un homme. Mais à cause de la drogue, j'ai tout perdu. J'ai vendu ma voiture et ma famille qui était autrefois à mes côtés n'est plus là. Elle a même quitté le pays. Mukiza est aujourd'hui sur la voie de la guérison grâce à une ONG. Cependant, les spécialistes de l'hôpital psychiatrique d'Ouganda alertent, la toxicomanie chez les jeunes atteint des proportions alarmantes et devient de plus en plus difficile à contrôler. Les parents évitent d'aborder des sujets sensibles comme la drogue avec leurs enfants. Pourtant, une fois confrontés à la réalité, ces jeunes sont plus enclins à écouter leurs amis. En Ouganda, la consommation de drogue chez les jeunes atteint un taux alarmant de 70%, dépassant largement celui des autres pays d'Afrique de l'Est. Les psychiatres appellent à des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés pour lutter contre ce fléau. Des milliers d'Égyptiens ont manifesté vendredi devant le poste frontière de Rafah en protestation contre la proposition du président américain Donald Trump. Selon celle-ci, les Palestiniens fuyant Gaza seraient déplacés vers l'Égypte et la Jordanie. Les autorités égyptiennes et jordaniennes ont résolument réfuté cette proposition qui mettrait en péril l'identité palestinienne et leur lien indéfectible avec Gaza. Je veux dire à Israël que tout le peuple égyptien soutient ses dirigeants politiques, non au déplacement. Tous les pays arabes devraient suivre l'exemple de l'Égypte et de la Jordanie. Les manifestants appellent à une solidarité régionale plus forte, refusant ce qu'ils considèrent comme une violation des droits des Palestiniens.